bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs Java intitulée Les approfondissements. Alors, durant cette leçon-là, donc on va essayer d'approfondir ce qu'on a vu durant les deux dernières leçons, à savoir tout ce qui est orienté objet, donc la politique orientée objet, ainsi que les objets, la définition d'une classe. Alors, avant de voir le menu, on va essayer de revoir encore ce que c'est une classe, ce que c'est qu'un objet, ce que c'est qu'aussi l'orientation objet. Alors, en principe, la programmation, les nouvelles techniques de programmation sont des programmations qui sont orientées objet. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir créer une classe, un petit programme. C'est une procédure que vous avez avec votre programme, d'autres anciens programmes. Et en créant cette classe, vous avez la possibilité de pouvoir implémenter au niveau de n'importe quelle sorte de programme. Ça peut être aussi au niveau de Java, ou ça peut être aussi au niveau d'HTML sous forme d'applet ou XML, ou au niveau de programmation. Du fait que vous avez une machine virtuelle, donc vous avez la possibilité d'implémenter n'importe quelle classe. Ce qu'on appelle l'orientation objet. Alors maintenant, une classe, c'est quoi? Une classe, si vous voulez, c'est un programme qui contient des variables, qui contient, si vous voulez, des données et qui contient un ensemble de méthodes. Alors maintenant, lorsqu'on veut créer une instance de cette classe, c'est-à-dire une copie de cette classe-là, ça veut dire qu'on veut réserver en mémoire toute une partie d'informations relatives à cette classe-là. C'est ce qu'on appelle un objet. Donc une instance d'une classe est égale à un objet. Alors tout de suite le menu. On va voir la programmation orientée objet comme évolution. L'analyse plus approfondie des principaux mécanismes. Alors, l'orienté objet comme évolution. Alors, il y a un parcours évolutif du fait qu'il y a une organisation des actions. Il y a une liste d'instructions, bien sûr avec une abstraction sur le contrôle, une certaine modularité au niveau des modules si vous voulez, une abstraction au niveau des types et bien sûr une organisation des données. C'est-à-dire que la liste d'instructions avec une certaine abstraction sur le contrôle. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, en principe, l'abstraction reste une chose très importante au niveau de la programmation orientée objet. Du fait que, en principe, vous n'utilisez au niveau d'un objet que seuls les éléments dont vous avez besoin. Et bien sûr, vous faites abstraction à tous les autres objets. Alors, et bien sûr, vous avez la modularité, c'est le fait, bien sûr, de décomposer votre objet en plus petites structures qui sont, bien sûr, qui veulent dire quelque chose. Et puis, bien sûr, l'abstraction au niveau des types, cette fois-ci. Et à ce moment-là, on a bien sûr une organisation des données. Donc, vous voyez qu'à partir d'une organisation des actions, on arrive à une organisation des données. Alors, les langages. Dans les années 54 jusqu'aux années 58, bien sûr, il y avait le langage Fortran avec le Algol 58. Entre 59 et 1961, il y avait le Algol 60 cette fois-ci, mais avec du COBOL et du Lisp. Il ne faut pas oublier que le COBOL existe toujours. Entre 1962 et 69, bien sûr, vous avez le PL version 1, vous avez le Pascal, le Simul 67. Entre 70 et 79, vous avez l'encapsulation ADT avec le CLU, ADA, Smaltec. Et en 80, vous avez vu l'apparition du C++ avec le Modula 3, FL, Close, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va voir les données. Alors, vous avez ici un ensemble de données avec, bien sûr, un ensemble de procédures qui, bien sûr, manipulent ces données-là. Alors, ces procédures-là, c'est ce qu'on appelle, nous, des méthodes. Alors, vous avez plusieurs méthodes qui appartiennent ou qui manipulent ces données. Alors, toutes ces méthodes-là appartiennent à la même classe de cet objet-là. C'est-à-dire que vous avez une classe. Et chaque fois que vous avez une classe et que vous en créez une instance, vous en créez un objet. Alors, cette classe-là contient, comme je vous l'ai expliqué tout à fait au début de la leçon, des données, des variables, ainsi que, bien sûr, des programmes ou des procédures, c'est ce qu'on appelle des méthodes. Alors maintenant, effectivement, les données d'une classe donnée, bien sûr, on peut les attaquer par les méthodes de la même classe, sinon par d'autres méthodes, d'autres classes, si ces méthodes sont déclarées avec une variable, si vous voulez, publique. Alors, une séquence de macros, c'est une action sur les données. Vous faites abstraction de procédures
puisque vous faites une décomposition top-down, système est égal à fonction. Alors, au niveau de l'ancien système, c'est-à-dire l'ancienne technique, excusez-moi, de programmation, on utilisait des procédures. Alors maintenant, au niveau de l'orienté objet, on utilise des classes. Donc on est complètement orienté objet. Alors on fait abstraction des procédures. On n'utilise pas des procédures. Alors maintenant, vous avez des données locales, avec une certaine visibilité, avec un type structuré, avec un appel de fonction, avec passage de paramétrage. C'est ça l'avantage, bien sûr, de votre orienté objet. Alors l'approche problème cette fois-ci. Alors, en phase sur les actions, peu de dignité des données, avec une qualité de la donnée maniée par la fonction elle-même. Alors, nous allons prendre un exemple. Vous avez par exemple, humain, si vous voulez, est égal record, avec âge, poids, et entre parenthèses, nous créons une instance, si vous voulez, et un objet de la classe humain, avec P, 2 points, comme integer. Et bien sûr, on intègre la hauteur ainsi que le poids. Alors là aussi, c'est l'approche problème, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer une instance de l'objet humain que vous allez appeler Pierre ou que vous pouvez appeler H et utiliser la méthode H, poids, Pierre pour pouvoir affecter, bien sûr, le 23-29 en ce qui concerne les informations de Pierre. Alors vous allez trouver un exemple, c'est le Ether version 9, exemple au niveau du 2e chapitre. Alors l'approche procédurale, donc c'est l'approche qui était exécutée tout à fait au début avec bien sûr les anciens programmes. Alors il y avait des exigences, c'est-à-dire un cahier de charges. Et ces exigences nous poussaient bien sûr à développer un programme. Alors les exigences, on les connaissait déjà, mais pour préparer un programme, c'était un petit peu difficile de le faire. Pourquoi? Parce qu'on travaillait d'une manière procédurale, avec des procédures, et ces procédures, malheureusement, elles n'étaient pas portables, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas bien sûr pouvoir les exploiter au niveau d'autres programmes, et ainsi de suite. Alors maintenant, vous avez une décomposition peu réutilisable. Vous n'avez pas eu de décomposition réutilisable. Alors qu'avec l'orienté objet, toutes les décompositions sont réutilisables. Et vous avez une négligée. Effectivement, parce que lorsque vous travaillez avec un orienté objet, vous avez bien sûr des classes qui donc vous avez peu de programmation, ça ne nécessite pas beaucoup de programmation votre programme, et vous avez bien sûr une maintenance qui est négligée parce qu'il y a beaucoup de maintenance à faire. Alors la modularité. Un module est égal à une unité contenante. Donc c'est une représentation encapsulée d'une donnée bien précise. Vous avez des opérations aussi qui peuvent être demandées sur cette donnée. Alors, nous avons un petit exemple. L'implémentation, donc S2.array, donc là, on va créer un tableau, une matrice si vous voulez, avec une interface pop, la méthode empty, la méthode top. Alors on fait appel à ce qu'on appelle une pile. Et c'est très important pour n'importe quel programmeur, il doit savoir comment gérer les pointeurs et comment gérer les piles. Et ça on va le voir plus loin dans les cours prochains. Alors, au niveau toujours de la modularité, vous avez une organisation du programme en sections autonomes. Chacune met à disposition une structure de données spécifique en encapsulant les détails de réalisation et en permettant de l'utiliser seulement à travers les fonctionnalités d'interface. C'est ça l'avantage de la modularité. Alors nous avons ici un autre exemple, un programme. On fait une importation d'une pile, si vous voulez, avec une matrice ici, et avec bien sûr le fait d'utiliser des méthodes putsch avec une affectation de 3, la méthode si, if, not empty, et ainsi de suite. Alors, Abstract Data Type, le ADT. L'Abstract Data Type est égal aux données plus une programmation objet. C'est ça l'avantage. Alors, est égal à unité pour la gestion d'instances du type défini. Alors, en termes d'orienté objet, effectivement, on a besoin de travailler en ADT. Alors, l'ADT, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir travailler des données avec un programme orienté objet. Alors, c'est une unité pour la gestion d'instances du type défini. C'est une aussi encapsulation et interface plus des instances, la création d'objets. Alors, je rappelle encore une fois, une instance, c'est une réservation en mémoire.
C'est-à-dire que lorsque vous créez une instance d'une classe bien précise, vous faites une réservation en mémoire et automatiquement, vous en découlez bien sûr la création d'un objet bien précis. Alors, vous avez les nouveaux types encouragés. L'utilisateur avec extension du type checking. Alors, les mécanismes, cette fois-ci, vous avez une déclaration du ADT avec les classes, avec une partie publique et privée. Vous avez une instanciation pour pouvoir créer des objets, des instances de la classe, et bien sûr, des messages pour pouvoir dialoguer entre les objets. Alors, la programmation orientée objet est égale à ADT plus l'inhéritance, l'héritage, si vous voulez. Alors, une classe est égale à une réalisation d'une ADT ou d'un ADT. Un objet est égal à une instance d'une classe. Alors, on encourage l'exploitation des relations de similitude entre objets, entre les classes, pour déduire de nouvelles classes expérimentées par d'autres. Et là, c'est le plus grand avantage de la programmation orientée objet. C'est-à-dire que vous exploitez des classes déjà existantes au niveau d'autres classes que vous venez de créer. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va minimiser votre temps, bien sûr, de programmation. Ça va aussi minimiser votre maintenance du fait que ce sont des classes déjà exploitées et déjà, bien sûr, testées à la scène de la programmation, sur la scène de la programmation. Alors, l'analyse plus approfondie des principaux mécanismes. Les approfondissements, les qualificateurs de scope. Alors, les qualificateurs de scope, c'est quoi? Ce sont bien sûr les variables, si vous voulez, publiques, privées et protected. Alors, lorsque vous utilisez des variables privées, publiques, protected, c'est pour enseigner les objets et bien sûr leurs méthodes. Est-ce que les méthodes ou les variables ou les données d'une classe bien précise seront visibles au niveau d'autres classes? Oui ou non? Si oui, ça veut dire que vous devez déclarer la classe publique. Si vous la déclarez en privé, seules les méthodes de cette classe qui vont utiliser bien sûr les données et qui vont exploiter les données. Alors d'autres méthodes ne pourront pas le faire. Alors maintenant, si vous voulez avoir une solution intermédiaire, à ce moment-là, vous pouvez les protéger pour pouvoir mentionner à quel niveau vous devez bien sûr utiliser, si vous voulez, un argument bien précis ou une méthode bien précise pour une classe bien précise. L'instanciation, c'est le fait de créer une instance donnée d'une classe, c'est la création d'objets. Les caractères héréditaires, donc l'héritage, le polymorphisme et des classes abstraites des super ou la superclasse. Alors, le qualificateur de scope, si vous voulez, vous avez le private, vous avez le public, et vous avez le protected. Alors, le private, c'est, si vous dites, le contenu, lorsque vous cliquez par exemple sur private, ça veut dire que seules les méthodes de la classe vont pouvoir, si vous voulez, exploiter les données de la classe. C'est ça la différence qu'il y a. Alors maintenant, si vous le faites en public, c'est-à-dire que le contenu de la classe est visible par toutes les classes. Si vous le mettez en protected, ça veut dire que c'est protégé. Et si vous voulez avoir un cas particulier où le contenu d'une classe sera visible par un autre objet ou une autre classe, et ainsi de suite. Alors les variables d'instance, 1 et 3. Les méthodes d'interfaçage, 2. Et puis les méthodes secondaires, 1 et 3. Alors là, bien sûr, ce sont les qualificateurs de scope au niveau de Simulate, de Smalltalk, du C++, du Close et d'autres langages de programmation. Alors l'accès aux variables. Il y a des variables d'instance privée. Alors pour ceci, donc, on utilise le dot notation, NO par exemple, le poids, point poids par exemple. Le set et le get méthode pour pouvoir implémenter une certaine valeur, pour pouvoir travailler. Les clauses aussi pour avoir les dimensions, et ainsi de suite. L'instanciation dynamique et statique. Alors, vous avez un objet donné. Un objet donné qui est une instance d'une classe donnée. Alors, le fait de créer une instance d'une classe donnée vous donne la possibilité de créer ou de réserver en mémoire toutes les informations nécessaires pour pouvoir stocker les informations pour l'objet lui-même. Alors, vous avez en mémoire une instance
de la classe humain, par exemple, appelé, je ne sais pas, Pierre, par exemple, avec toutes les informations. Et puis, vous avez Pierre et Rossi sans les informations, et ainsi de suite. Alors, vous avez humain Pierre, donc vous créez une instance de la classe humain, et vous créez après une instance de la classe Rosie et Pierre de la classe humaine aussi. Toujours est-il, encore une fois, je le rappelle, c'est très important. Une instance d'une classe reste un objet, mais une instance, lorsque vous demandez une nouvelle instance, ça veut dire que vous demandez une réservation en mémoire de toutes les informations contenues au niveau de la classe, à savoir les données, les emplacements pour les variables, ainsi que les emplacements pour les méthodes qui vont bien sûr attaquer les variables. Alors, une instantiation, les conséquences, Pierre est égal à Rossi, donc on peut faire bien sûr une instantiation de cette manière-là. Alors, Pierre est égal à Rossi, donc automatiquement toutes les informations de la classe, si vous voulez, de l'objet Pierre, seront imputées à l'objet, si vous voulez, Rossi. C'est ce qu'on appelle le dangling. Alors, les classes abstraites, elles spécifient des caractéristiques générales éventuellement sans les réaliser. Elle n'est pas instanciée. On ne peut pas créer une instance d'une classe abstraite. Impossible de le faire. Les sous-classes étendent et réalisent selon le besoin et sont instanciées. Les sous-classes sont tous ou toutes instanciées. Alors vous avez par exemple la classe véhicule et vous avez une sous-classe auto. Donc automatiquement, vous pouvez créer une instance de la sous-classe auto qui veut dire que vous créez une instance de la classe véhicule aussi. Alors les caractères héréditaires, si vous voulez, donc l'héritage, c'est un mécanisme pour la hiérarchie de type. Donc c'est une instance de sous-classe qui est une instance de la superclasse. Alors là, l'héritage, c'est le fait de créer de nouvelles classes. Et alors, ces nouvelles classes basées sur des classes déjà existantes. Alors, lorsque vous héritez d'une classe, alors automatiquement, vous réutilisez toutes les méthodes et champs et vous ajoutez aussi de nouvelles méthodes et de champs spécifiques à la classe que vous venez de créer. Alors, vous avez un mécanisme d'implémentation avec une certaine réutilisation d'une classe en l'entendant. Alors, ajout d'attributs et redéfinition. Lorsque vous héritez d'une classe bien précise, ça veut dire que vous héritez de toutes les informations contenues au niveau de la classe. Mais vous avez la possibilité de pouvoir ajouter d'autres attributs ou de pouvoir redéfinir d'autres méthodes au niveau, bien sûr, de l'objet lui-même. Alors, effacement et renomination, vous avez aussi la possibilité de le faire lorsque vous utilisez, bien sûr, des classes héréditaires, avec des singles, des multiples et, bien sûr, un héritage. Alors, vous avez par exemple véhicule, avec bien sûr les éléments volant, moteur, vitesse, bouge et ainsi de suite, la méthode bouge. Vous avez le vétère qui est bien sûr les roues, avec changement des roues, le flottant, le coque bouge, amphibie et ainsi de suite. Alors tout ça, bien sûr, ce sont la classe, la superclasse si vous voulez, avec des sous-classes, avec la création, bien sûr, d'instances de sous-classes, tout en changeant ou modifiant, bien sûr, les méthodes ainsi que les variables pour pouvoir les adapter à ce que vous voulez utiliser au juste au niveau de votre programme. Alors les caractères héréditaires, vous avez le strict inheritance, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'héritage strict. Alors, c'est une compatibilité, alors comportementale. C'est le principe de substituabilité ou de substitution, si vous voulez. Pourquoi? Parce que le fait de créer, si vous voulez, une instance d'une classe bien précise, donc c'est un héritage, alors c'est le principe de substitution. Alors, caractère héréditaire toujours, donc c'est une redéfinition admissible avec des limites, avec des effacements possibles, et avec une redénomination, name, clashing, dans la multiple inheritance. Alors, le polymorphisme, c'est le type dynamique de, bien sûr, c'est le type dynamique, si vous voulez, de l'héritage. Alors, qui peut être différent du statique. C'est une flexibilité du code, extensibilité. Alors, en principe, le polymorphisme.
le polymorphisme reste, il existe une règle bien spécifique pour le polymorphisme qui définit est-ce que si l'héritage doit être effectué ou ne doit pas être effectué. Et ça, le plus important. Alors, vous avez par exemple la classe humain avec des sous-classes avocats, agriculteurs, épiciers, si vous voulez, et ainsi de suite. Alors maintenant, vous pouvez avoir si vous voulez, un objet, une instance de la classe humaine avec A1F et un AI qui va avoir une description, mais d'une sous-classe bien précise. Pourquoi? Parce que maintenant, tous les paramètres au niveau des classes sont polymorphes. Alors, sans le polymorphisme, vous avez la classe humaine, la classe avocat, avec la classe agriculteur et épicier si vous voulez. Alors, vous avez le choix. Case A de i.getClass.get. Alors, humaine, desk A de i. Avocat, si vous voulez, have, desk A de i, et ainsi de suite. Alors, les types de polymorphisme cette fois-ci, vous avez le ad hoc, avec un overloading. Vous avez le coerosion. Alors, au niveau universel, vous avez le paramétrique. Et vous avez bien sûr les universels d'inclusion qui induisent, bien sûr, qui sont induits par, si vous voulez, l'héritage. Alors, bien sûr, vous avez des exemples que vous pouvez retrouver au niveau de votre site Internet. Alors, le ad hoc, maintenant, c'est un overloading en utilisant, bien sûr, le fin de A, fin de D, fin de A, B, par exemple, fin de C, B, fin et ainsi de suite. À ce moment-là, vous faites du polymorphisme avec du ad hoc. Alors, plus double X, double plus, avec integer X de int. Alors, coercion, si vous voulez, 3 plus 2,5 nous donne 3.0 et 2.5. Donc vous voyez un petit peu la façon dont on a traduit les éléments, comment ils étaient au début et comment ils sont redevenus. Alors les paramétriques maintenant, c'est avec l'utilisation des piles, tout à fait normal. Vous avez une pile avec une certaine matrice de T, array de T, avec toutes les méthodes. Alors vous avez une classe générique qui génère bien sûr une pile int vers une pile, avec le complexe d'une pile, PC, et ainsi de suite. Alors vous allez avoir la longueur au niveau du PC et vous allez avoir la longueur au niveau du pi. Alors le 10. Dans le code d'une méthode, c'est l'objet qui est en train d'exécuter cette méthode-là. C'est-à-dire que au niveau d'une méthode, vous avez un code. Mais c'est l'objet lui-même qui est une instance de la classe qui exécute le code et pas autre chose. Alors vous allez le voir, il y a un autre exemple 10 au niveau du chapitre 10. Alors, toujours au niveau de la classe humain, public void sot humain dashi, vous allez créer par exemple une méthode au niveau de la classe humain. Vous pouvez créer une deuxième méthode au niveau de la classe humain, sot avec humain conchi si vous voulez, et là vous allez écrire toutes les informations concernant le programme. Alors les super. C'est une référence à la superclasse employée dans le code d'une sous-classe. Et on va voir un exemple concret au niveau de l'exemple 10. Vous avez par exemple agriculteur. Alors, public void description. Et vous ouvrez bien sûr et vous écrivez super.description pour faire allusion à la méthode description de la superclasse. Et puis, description, récolte pour pouvoir faire appel à la méthode récolte. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Magnetio.